Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce grand JT de l'éducation. Voici le sommaire. Et on commencera avec ce chiffre très inquiétant. Seuls 4% des enseignants français estiment être valorisés par la société. C'est une étude réalisée par l'OCDE. Et dans la première partie de cette émission, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir l'entretien que nous avons réalisé à ce sujet avec Éric Charbonnier. Il est analyste à la direction de l'éducation de l'OCDE. Comment mieux recruter et fidéliser les jeunes en entreprise ou quand le choc des générations paralyse la dynamique de l'emploi, tout comme celle du développement économique. On en parle avec notre invité en deuxième partie d'émission. Et puis dans sa chronique, Guillaume Buand fera la lumière sur le projet de labellisation des médias porté notamment par le président de la République. Guillaume qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. À la une, un collectif de parents d'élèves demande à Emmanuel Macron de protéger les enfants. Un texte signé MeToo École qui a été publié dans la Tribune dimanche ce week-end et qui fait suite aux trop nombreux signalements d'agressions sexuelles dans les écoles et notamment à Paris. On en avait parlé ici même. Tout commence par des pleurs, des peurs, des cauchemars ou des comportements inhabituels. On relativise jusqu'au jour où une information révèle que ces changements sont la conséquence de violences physiques, morales ou sexuelles, écrit notamment le collectif dans cette lettre qui en appelle au chef de l'État et à son épouse. On rappelle que cette année, 30 animateurs ont été suspendus, dont 16 pour des suspicions de faits à caractère sexuel. Un chiffre stable par rapport aux années précédentes selon la mairie de Paris. Toutefois, 15 enquêtes sont ouvertes pour des faits d'agression sexuelle dans des écoles maternelles. Elle se transmet par la salive, par la toux, par les éternuements. La bronchiolite fait un retour en force en cette fin d'année et toutes les régions en France sont en état épidémique. Une maladie qui est responsable de plus d'un tiers des hospitalisations et en Ile-de-France, 14 bébés sont en réanimation. Ils ont dû être transférés vers d'autres régions en raison de la saturation des services pédiatriques franciliens. Et pourtant, depuis plusieurs années, il y a un traitement préventif qui existe, le Beyfortus, qui est proposé notamment en maternité pour les enfants nés après le 1er septembre et puis directement chez les pédiatres ou les médecins généralistes pour celles et ceux qui sont nés avant. Naïm Ouldali est pédiatre à l'hôpital Robert Debré. Il salue le succès de la campagne d'immunisation mais regrette un manque de communication suffisant auprès notamment des familles. La grosse majorité des parents dont les enfants sont hospitalisés pour une bronchiolite à VRS ne sont pas au courant de l'existence de ces produits-là. Ils n'ont juste pas été informés. C'est les enfants qui sont nés en juillet, en août, qui sont quand même petits et qui vont quand même contracter une bronchiolite potentiellement sévère. Et c'est des enfants qui ont une infection qui était prévenable par la vaccination. Et le pédiatre précise qu'il est encore possible de protéger les enfants de la bronchiolite. Il suffit de se rendre bien sûr chez son médecin traitant. Une nouvelle rixe a eu lieu ce week-end à Grenoble et Échirolles, bilan 2 morts. Il aurait éclaté, cette rixe aurait éclaté à proximité d'un fast-food. Il y a 2 personnes qui sont décédées, tuées par balle. Le premier âgé de 18 ans, connu pour des infractions liées aux stupéfiants. Le second âgé de 22 ans, inconnu des services de police. Pour l'heure, aucune hypothèse n'est établie, même si ces 2 meurtres semblent liés. La mère d'Échirolles se dit inquiète de cette situation et déplore au passage le manque de moyens. Il y a eu l'usage d'armes à feu de ces très jeunes gens. Et moi, je m'interroge beaucoup sur la circulation de ces armes à feu dans notre pays et puis de la violence chez nos jeunes aujourd'hui dans notre pays. Oui, on sort une arme à feu et on règle ses comptes sans aucun respect quelque part pour la vie aussi. C'est ça qui est, je trouve, qui est très inquiétant chez cette jeune génération. En tout cas, nous, pour le territoire, ça fait plus d'1 an que je me bats pour obtenir des moyens de police supplémentaires, un commissariat de plein exercice sur cette commune qui fait 37 000 habitants et pour le sud de l'agglomération. Et pour l'instant, je n'ai aucune réponse de la part du ministère de l'Intérieur. C'est compliqué, on ne peut pas laisser aujourd'hui les populations sans réponse, les élus sans aide. La maire d'Échirolles qui se disait donc ce matin sur AMC totalement abandonnée. Et c'est un nouveau coup dur pour les établissements scolaires. 4000 postes d'enseignants seront supprimés l'an prochain. Et c'est un choix qui a été approuvé par le Sénat vendredi et qui est prévu dans le projet du budget de l'État. Une coupe ministérielle qui est logique et mesurée pour tenir compte de l'évolution de la démographie. C'est ce qu'estime le rapporteur du budget de l'Éducation nationale. Le budget de l'Éducation nationale qui affiche toutefois une petite hausse de 200 millions d'euros sur un
un an dans ce nouveau projet de loi. On estime à 64,5 milliards d'euros. Donc ce budget, il prévoit une augmentation là aussi de plus de 5 440 emplois à temps plein. Mais ce solde est dû notamment à une grande partie de la réforme, on le rappelle, de la formation initiale des enseignants qui avait été annoncée en mars dernier et qui va notamment amener plusieurs stagiaires. Donc on estime à environ 8 000. Réaction du ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffray. J'assume complètement cette dimension qui consiste à agir et à ne pas subir, pour qui, lui, le gouvernement ne peut pas tenir compte de la démographie. Et puisqu'on parle du ministre de l'Éducation, il a d'ailleurs annoncé chez nos confrères du Parisien vouloir durcir l'obtention du bac. Et cela concerne les étudiants qui vont le passer déjà pour l'année prochaine. Il espère redonner un peu plus de crédibilité à ce diplôme. Première évolution pour l'ensemble des filières. Aucun repêchage, oui, ne sera possible en dessous de 8 sur 20. Fini les coups de pouce de la part des professeurs pour accéder aux oraux. Deuxième évolution, un bonus accordé qui ne pourra pas dépasser les 0,5 points sur la moyenne générale. Pour vous donner un exemple, un bachelier avec 11,4 de moyenne ne pourra plus prétendre donc à la mention assez bien. Et puis la dernière évolution voulue par le ministre concerne la correction des copies. Ça ne concernera pas le bac 2026, mais Édouard Geoffray annonce qu'il donnera prochainement des consignes d'exigence claires en matière notamment d'expression écrite. J'estime qu'une copie qui n'est pas écrite de manière intelligible, c'est-à-dire avec un niveau d'orthographe, de syntaxe et de grammaire absolument déplorable, ne peut pas avoir la moyenne, souligne-t-il. Demain, mardi 9 décembre, nous célébrons la Journée nationale de la laïcité. Et donc les 120 ans de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. De ce fait, on le rappelle, l'État n'a plus de religion et sa neutralité devient bien une garantie supplémentaire pour l'égalité des citoyens. Au passage, on rappelle la définition de la laïcité, c'est la liberté de croire, de ne pas croire, de ne plus croire ou de changer de religion. Invité ce matin de France Inter, Gabriel Attal a été questionné sur ce sujet. Cette loi est-elle adaptée à notre temps ou doit-elle être changée? Écoutez la réponse de l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Moi, je crois qu'elle est d'abord absolument essentielle à la République aujourd'hui. La laïcité, la loi 1905, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est l'égalité, parce que personne ne doit être favorisé ou inquiété en raison de sa foi ou de son absence de foi, et c'est la fraternité, parce que c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. En revanche, je crois que la laïcité est aujourd'hui menacée par une ingérence qui veut mettre des lois religieuses au-dessus des lois de la République, et je parle évidemment ici de l'entrisme islamiste. Elle est menacée par ceux qui cherchent à bousculer le fonctionnement de la République. Je pense notamment à toutes les pressions qui sont mises sur les établissements scolaires, sur le sujet par exemple des programmes d'éducation à la vie affective et relationnelle dans nos établissements scolaires, souvent d'ailleurs sous couvert de religion. Et je crois qu'elle est menacée aussi par finalement une perte de compréhension de ce qu'est la laïcité, notamment chez les jeunes générations. Combien de fois je me suis retrouvé face à des jeunes, pas du tout d'ailleurs forcément croyants, mais qui me disaient finalement la laïcité c'est une loi et c'est une règle qui est contre les religions, qui nuit à la liberté, et ça c'est un renversement. Gabriel Attal, donc sur France Inter ce matin, le secrétaire général de Renaissance, mais aussi, on le rappelle, le président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Guillaume, on se retrouve tout à l'heure. Vous allez nous parler de la labellisation des médias voulue par Emmanuel Macron. J'espère que si ça se fait, nous serons labellisés. Si on se coule, mais il n'y a pas trop quand même de soucis et de doutes à avoir, évidemment, nous sommes d'utilité publique. On en vient maintenant à cette étude très préoccupante de l'OCDE sur le moral des enseignants partout dans le monde. Et elle nous apprend que les professeurs français ne sont que 4% à se sentir valorisés par la société. 4%, c'est un record mondial. On en parle avec Éric Charbonnier, analyste à la direction de l'éducation de l'OCDE. C'est évidemment l'Organisation de coopération et de développement économique. Il était sur notre plateau. On vous propose de découvrir ou de redécouvrir cet entretien. Bonjour Éric Charbonnier. Bonjour. Pour celles et ceux qui nous regardent et qui connaissent l'OCDE uniquement de nom ou de réputation, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'elle fait concrètement dans un premier temps? Oui, l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. C'est une organisation qui est là pour aider les pays à leur croissance économique, au développement, au bien-être des populations. Donc on a 38 pays membres, dont la France, bien sûr. Elle a été créée en 1961. Et l'éducation, qui est un moteur de croissance économique, est un sujet clé de l'OCDE depuis les années 2000. Alors justement, puisque vous vous intéressez à l'éducation, je parlais de ce chiffre extrêmement inquiétant. 4% des professeurs français estiment être valorisés par la société. C'est un record mondial. Si on le retourne, ça veut dire que 96% de nos enseignants se sentent non soutenus, en tout cas pas du tout valorisés. C'est une étude qui est sortie au début du mois d'octobre,
qui a été menée au niveau international. Et d'ailleurs, on est bon dernier, comme souvent d'ailleurs en termes d'éducation. Est-ce qu'on peut revenir sur l'origine et la méthodologie de cette étude? Oui, donc c'est une étude sur échantillon. C'est la première étude qu'on a fait sur les enseignants. Donc c'est des enseignants qui exercent au collège. On a aussi un module sur les enseignants qui sont dans les écoles élémentaires. C'est un échantillon représentatif, c'est à peu près 3000 enseignants de collège qui sont représentatifs de tous les enseignants qui exercent, et on a 55 pays qui ont participé à cette étude, donc ça nous permet vraiment d'avoir une bonne comparaison. L'étude est faite tous les 5 ans, donc ça nous permet aussi d'avoir des données de tendance qui sont ultra importantes, de voir si les conditions de travail se sont dégradées, la satisfaction des personnels. Et puis, on a vraiment le pouls des enseignants et des directeurs d'école, des chefs d'établissement avec cette étude. C'est leur ressenti, c'est leur réponse aux questions. C'est eux qui s'expriment finalement sur leur école. Est-ce qu'elle est à la hauteur de ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils se sentent valorisés, reconnus? Est-ce qu'ils ont une formation professionnelle qui répond à leurs besoins? C'est vraiment toutes ces questions qu'on analyse dans plusieurs rapports, et à chaque fois c'est très instructif. Et malheureusement, la France se situe pas très bien sur beaucoup des dimensions de l'étude. Alors justement, avant de parler de la France, est-ce qu'on peut parler du premier pays, celui où l'éducation se porte le mieux? Ce serait lequel? En tout cas les 3 premiers, pourquoi pas? Alors il y a tellement de tableaux et de graphiques, ça dépend ce qu'on regarde. Mais sur cette notion de valorisation, on a souvent les pays d'Asie qui s'en sortent très bien, Singapour, mais on a aussi des pays dans différentes zones géographiques, les Pays-Bas si on reste en Europe, l'Estonie, la Corée si on revient en Asie. Donc vraiment, on a... Qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces pays-là? Alors c'est intéressant parce qu'on essaye de comprendre, c'est pas qu'une question de salaire. Souvent on se dit la valorisation par la société, c'est parce qu'il y a un souci de salaire, et on sait qu'en France, nos enseignants, et particulièrement ceux qui sont en milieu de carrière, sont particulièrement défavorisés par rapport aux autres. Mais en fait, c'est pas qu'une question de salaire, c'est une question de conditions de travail, de perspectives d'évolution de carrière, de perspectives d'avoir accès à une formation continue à la hauteur. Et souvent, ce qu'on voit, la variable qui est la plus corrélée, c'est les performances des élèves aux études PISA. C'est-à-dire les pays où les élèves réussissent bien, leurs enseignants se sentent davantage valorisés par la société, par les médias, par les décideurs. Donc c'est ça aussi qui peut être intéressant de regarder. La réussite de ces pays, c'est finalement une réussite éducative qui se traduit par une reconnaissance par la société. Quelques chiffres de cette étude. 79% des enseignants français aiment leur métier, mais ils sont de moins en moins satisfaits de leurs conditions d'exercice. 60% seulement au collège, 49% en élémentaire se disent contents de leur emploi, hors salaire, évidemment, soit une baisse d'une vingtaine de points quand même depuis 2018. C'est la plus forte enregistrée dans les pays de l'OCDE. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2018 ? Aujourd'hui, les enseignants ont une forte pression, pression du système, pression des parents. Il y a un climat très négatif. Quand on parle de la valorisation par la société, de ces fameux 4%, on voit aussi qu'il y a 7% des enseignants qui se sentent valorisés à leur juste valeur par les médias. Donc il y a vraiment un climat négatif qui s'est inscrit dans les écoles. Aussi une difficulté croissante. On voit dans cette étude que les classes, les écoles sont de plus en plus hétérogènes. Il y a davantage d'élèves à besoins éducatifs particuliers, des élèves issus de l'immigration, des élèves des réfugiés. Donc le métier est de plus en plus difficile, d'autant plus que la France fait partie des classes, des élèves des pays où les classes sont assez surchargées. Donc voilà, et comme on sait qu'on a des déficits en plus sur la formation continue, tout ça mis bout à bout, ça crée un épuisement chez nos enseignants et un découragement. Néanmoins, je suppose que les autres pays européens, par exemple, connaissent à peu près la même situation que nous. On ne doit pas être non plus des exceptions dans le monde entier. Donc, eux font des choses, arrivent à faire cette mixité sociale et à relever les défis, et nous, on n'y arrive pas. On n'est quand même pas plus bêtes que les autres. Oui, mais on ne peut pas parler de réussite dans les autres pays. Quand on revient à cette statistique des 4% des enseignants qui sont valorisés à leur juste valeur, la moyenne des pays de l'OCDE est de 20%. Ah oui, c'est quand même assez peu. Donc on est quand même, voilà, on est en queue du peloton, on a un moral beaucoup plus bas chez nos enseignants qu'ailleurs, mais malgré tout, aujourd'hui, la difficulté du métier, elle est croissante partout. On le voit aussi dans les statistiques sur la pénurie d'enseignants. C'est pas juste un problème français, il y a vraiment aujourd'hui un métier qui doit redorer le blason de ses enseignants et puis faire en sorte de prendre des mesures pour rendre le métier plus attractif. C'est ça l'enjeu, quoi. L'étude nous dit également que le corps enseignant vieillit. Et ça, c'est une tendance quand même qui
qui est importante à prendre en compte. Oui, il y a un vieillissement de la population qu'on retrouve dans tous les pays. Alors la France est plutôt dans la moyenne sur cette dimension. Si on regarde nos enseignants au collège, on en a à peu près un tiers de plus de 50 ans, donc c'est un peu comparable avec les autres métiers, mais c'est en aggravation tous les ans. Mais on a aussi un recul démographique dans tous les pays. Aujourd'hui, on peut compter dans les 10 prochaines années, il y aura 10% de moins d'élèves en âge d'être scolarisés. Donc il y a à la fois un vieillissement de la population, mais aussi une réduction des effectifs qui ça va être les tendances dans les prochaines années. Et d'un autre côté, on imagine, pour pallier la pénurie d'enseignants, on imagine faire appel à des enseignants qui sont partis à la retraite pour les faire retravailler un petit peu. C'était une idée à un moment donné, donc ça risque pas peut-être de s'arranger. Alors sur les questions de pénurie, la France n'est pas dans une situation plus grave que dans certains pays, il faut le rappeler. On a souvent ce chiffre qui manquait 2500 enseignants. Oui, c'est parce qu'on en entend dans les médias. On entend toujours écouter, c'est catastrophique, c'est 2500, mais il y a plus de 800 000 enseignants dans le système éducatif. Donc la pénurie d'enseignants, elle est localisée dans certaines académies, Créteil, Versailles, Mayotte, la Guyane, mais dans certaines zones, on a toujours beaucoup d'enseignants. Si vous allez en Bretagne, dans le Pays Basque, on n'a pas de problème de recrutement d'enseignants, donc il faut le dire, il faut prendre en sérieux le fait que malgré tout, le manque d'enseignants est plus important d'une année sur l'autre. Mais sur cette dimension, la France se situe mieux que dans certains pays, même des pays où les enseignants sont très bien rémunérés, comme en Allemagne. La crise de recrutement est beaucoup plus forte qu'en France aujourd'hui. Bon, c'est bien, vous nous rassurez quand même de temps en temps. On n'est pas un point positif. Ben oui, il faut. De l'autre côté, néanmoins, l'étude révèle que les jeunes enseignants, donc de moins de 30 ans, comptent quitter le monde éducatif dans les 5 ans. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans le monde éducatif, ils travaillent 5 ans et ils savent déjà qu'ils vont en partir. Là, il y a quelque chose dans la psychologie humaine que j'ai du mal à m'expliquer quand même. Oui, on est 14% des enseignants de moins de 30 ans qui comptent quitter la profession dans les 5 prochaines années. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils y sont allés? C'est un peu la question qu'on peut se poser. C'est un petit peu tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le système éducatif français. Il y a un véritable problème d'orientation des élèves entre le secondaire et l'enseignement supérieur. Et puis parfois, on a des étudiants qui décident de devenir enseignants. Et comme la formation, elle est très académique, ils vont peut-être prendre beaucoup de plaisir. Mais la partie pédagogique, ils ne seront pas à la hauteur une fois qu'ils vont arriver dans leur classe. Et finalement, ils découvrent le métier, enfin la partie du métier la plus difficile de transmission du savoir, sans avoir vraiment été préparé. Et ça crée du découragement. Mais 14%, ça reste raisonnable. La moyenne des pays de l'OCDE est de 20%. Mais en effet, je pense qu'il faut vraiment mieux former les enseignants et les préparer à tous les enjeux du métier. Alors, on a compris également que le vrai sujet, c'était aussi la reconnaissance. Dans reconnaissance, on peut y mettre le respect aussi. C'est ça qu'on peut comprendre. Au niveau à la fois des parents, que ce soit des élèves, des médias, il y a un besoin de respect. Oui, plus que reconnaissance, on a vu que les conditions de travail se sont dégradées. Donc quand on dit conditions de travail, pardon, juste pour qu'on comprenne bien, est-ce que c'est juste avoir des fournitures quand on arrive dans la classe, avoir des sièges qui fonctionnent, avoir des télés On est plus des conditions de travail d'un enseignant aujourd'hui par rapport à celui d'il y a 5 ans. Elles sont considérées comme plus difficiles parce qu'il y a davantage de tâches administratives, parce que l'environnement de l'école s'est dégradé, le respect du maître aussi. En effet, c'est une valeur qui n'est pas en voie de disparition, mais il y a beaucoup d'inquiétudes dans un grand nombre d'écoles. Les conditions, on demande toujours plus aux enseignants et on demande à l'école de régler tous les problèmes de la société aujourd'hui. Donc ça crée cette sensation que les conditions d'emploi sont moins bonnes aujourd'hui qu'elles n'étaient il y a 5 ans. Et en plus, pour des enseignants en milieu de carrière, ils ont l'impression que leur salaire n'évolue pas. Et ce qui est la réalité, il y a eu des efforts de fait sur les enseignants débutants, mais en milieu de carrière, c'est le calme plat. Et aujourd'hui, un jeune qui arrive dans la profession a presque un salaire équivalent à celui qui a 15 ans d'ancienneté, qui n'évolue pas. C'est un problème. Complètement. Alors, le salaire, on en a parlé. Évidemment, c'est un point. Bien sûr que si on revalorise tout le monde, ça donne quand même du baume au cœur. Néanmoins, il n'y a pas que ça. Alors, de quelle manière, de façon très concrète, l'école, demain, pourrait mettre des choses en place pour que ça se passe mieux? Peut-être en recentrant les enseignants sur leur cœur de métier, qui est de transmettre. Mais dans ces cas-là, on fait comment ?
Oui, il faut recentrer sur le transmettre et créer aussi une culture de coopération. On voit qu'en France, les enseignants, on parle souvent de la liberté pédagogique. Mais en fait, les enseignants sont souvent seuls et isolés dans leur classe et quand ils ont des difficultés, ils doivent trouver les solutions eux-mêmes. Et ce qu'on voit dans certains pays où les conditions de travail sont meilleures, il y a vraiment cette culture de l'établissement, cette culture de coopération qui permet d'avoir vraiment des équipes soudées. Donc un prof n'est pas laissé seul s'il a une idée, même créative, s'il veut lancer quelque chose. Et de l'autre côté, si ça ne fonctionne pas, s'il n'est pas bien, il a quelqu'un derrière lui. Exactement, il y a des échanges entre les pairs, il y a des échanges avec le chef d'établissement, il y a des décisions aussi au niveau de l'école pour décider les besoins de formation professionnelle, qu'est-ce qui est le plus important pour le développement de l'école. Et ça, c'est important parce que ce côté très individualisé en France, ça nuit beaucoup aujourd'hui à la qualité de l'enseignement. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit dans cette étude. Quand les enseignants coopèrent, ils en tirent une très grande satisfaction personnelle. Donc il faut vraiment que le système encourage ces pratiques, il faut vraiment faire en sorte qu'on ait davantage de moyens pour échanger. Donc ça pose beaucoup de questions. Mais c'est surtout que là, on est en train de revoir structurellement le fonctionnement de tous les établissements. C'est-à-dire qu'il faut tout repenser. Eh bien, il faut repenser à l'autonomie qu'on veut donner aux chefs d'établissement, aux équipes pédagogiques. Ça veut dire aussi changer la formation, qui est très académique, pour qu'elle soit plus à même de préparer les acteurs à toutes ces pratiques de coopération. Oui, c'est un changement, mais c'est une nécessité. Souvent, l'autonomie fait peur en France. On a toujours cette peur, si on donne de l'autonomie aux établissements, si on crée des évaluations, si on publie les évaluations, ça va créer de la compétition, ça va faire fermer des écoles. Mais en fait, l'autonomie, c'est offrir aux acteurs des moyens de déterminer la stratégie. Et c'est eux qui sont les mieux placés pour savoir ce qu'il faut faire dans leur établissement. Et en France, on attend toujours les injonctions d'en haut. C'est ça. Et en fait, souvent, nos politiques font beaucoup de lois sur l'éducation, vont dans un sens, reculent en arrière, et ça fait des gens de terrain qui sont perdus aujourd'hui. Justement, l'étude nous dit que 4% des enseignants seulement se sentent reconnus par les décideurs politiques. C'est extrêmement peu. Et quand on sait qu'en France, sur les 3 dernières années, nous avons eu 5 ministres de l'Éducation, 4 ou 5, je ne sais plus, on ne les compte plus. C'est un petit peu compliqué, effectivement, de se sentir, surtout quand on met... Alors là, notre ministre actuel vient du Sérail, c'est quelqu'un qui vient du monde de l'éducation, mais ceux d'avant, pas forcément. Et donc, on peut comprendre que les enseignants se disent, mais on nous prend pour qui et pourquoi ? Disons que ce n'est pas forcément les changements de ministres, mais c'est les changements de politique. Ouais. Si vous regardez des questions comme les rythmes scolaires, où on est passé d'une école élémentaire en 2012 à 4 jours et demi par semaine, on est revenu en 2017 à 4 jours, on laisse aujourd'hui les municipalités décider qu'est-ce qui est le mieux, et puis on a une convention citoyenne qui va peut-être faire des nouvelles préconisations. C'est ça qui fait du mal. C'est-à-dire que chacun déconstruit ce qu'a fait celui d'avant. Exactement. Et l'éducation, c'est des politiques de temps long. Il faut du temps pour mettre en œuvre une politique. Et puis quand toutes les politiques tirent dans le même sens, ça fonctionne. On a pu le voir en France depuis 2008 sur le décrochage scolaire. Il y a une cohérence, quels que soient les ministres de l'Éducation, pour en faire une priorité et pour prendre des actions pour limiter le décrochage scolaire. On est passé de 150 000 décrocheurs à moins de 100 000 aujourd'hui. Donc ça peut marcher, mais il faudrait interdire aux ministres de changer ce qu'a fait le précédent pendant une certaine période et d'avoir aussi une culture de l'évaluation des politiques publiques qui soit meilleure. Parce que en fait, nos politiques ont l'impression qu'une fois que la loi est votée, le travail est fait. Oui, c'est ça. Mais en fait, peuvent partir tranquilles. Voilà. Mais en fait, le plus dur commence. Il faut mettre en œuvre, il faut évaluer, il faut corriger quand ça ne fonctionne pas, il faut faire ressortir les bonnes pratiques, les faire connaître. C'est toute une méthode sur laquelle on a beaucoup de mal en France. On a également un autre chiffre, 7% des enseignants disent se sentir reconnus par les médias. Alors nous, évidemment, sur School TV, on les met en lumière, on fait ce qu'on peut, bien sûr, mais on peut avoir l'impression, et ça c'est une réalité, qu'on entend les enseignants que lorsqu'il y a des grèves.
En tout cas, dans les grands médias, on les fait venir pour parler de ce qui ne va pas et pas forcément de tout ce qu'ils font de bien. Ça, c'est aussi une réalité. Oui, c'est une réalité. Puis les résultats, c'est vrai que parfois, par exemple, quand on parle de l'étude PISA sur l'évaluation des élèves de 15 ans, la communication de l'OCDE, et la France est dans la moyenne des pays de l'OCDE, mais les inégalités sont parmi les plus élevées. C'est-à-dire quand on vient d'un milieu défavorisé, on a moins de chances de réussir en France qu'ailleurs. Parfois, c'est retranscrit dans les médias, la France a le pire système d'éducation du monde, alors que la performance en elle-même est moyenne. Et je crois qu'il faut pondérer les statistiques, faire de la pédagogie pour essayer de valoriser davantage les enseignants. Et aujourd'hui, ils ont l'impression qu'on parle en permanence de... C'est un peu le regard qu'on pose sur nous-mêmes et les mots qu'on met pour parler de ce qu'on vit et de notre système éducatif. Oui, et puis c'est aussi le temps qu'on accorde à l'éducation dans les médias. On a la chance aujourd'hui d'avoir 20 minutes pour parler d'éducation. C'est très rare, c'est très rare. Et c'est un luxe et ça permet de développer tout un ensemble de thématiques et de ne pas parler uniquement des 4% d'enseignants qui ne se sentent valorisés à leur juste valeur. Alors justement, un autre thème, l'étude nous alerte aussi sur l'orientation de nos jeunes et les limites de ce que l'étude appelle la course au diplôme. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ce sujet-là ? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une élévation du niveau d'éducation de la population. On a plus d'un jeune sur deux qui sort avec un diplôme de l'enseignement supérieur. On a moins de décrocheurs, donc il y a eu une élévation du niveau d'éducation. Mais parfois, quand on fait passer des tests aux élèves qui sont dans l'enseignement supérieur ou qui sont sortis avec un baccalauréat, on voit qu'ils ont des très grandes lacunes sur les fondamentaux, la numératie, la littératie. Donc ça veut dire qu'on a élevé le niveau d'éducation de la population en termes de diplôme, mais on n'a pas forcément équiper les jeunes avec les bonnes compétences qui vont leur être utiles tout au long de la carrière. Parce qu'en réalité, on mesure la réussite du système éducatif sur un pourcentage de jeunes qui ont leur bac chaque année, qui ont leur licence, leur master, et plus les chiffres sont hauts, plus on dit « Ah, on a bien réussi notre travail ». Oui, alors c'est vrai que ça permet une meilleure employabilité, mais malgré tout... Mais si à l'intérieur, il n'y a pas de technicité, c'est compliqué. Exactement, il faut regarder le contenu, et souvent en France, on parle de quantité d'éducation, on a du mal à parler de qualité. Et c'est ça qui va faire la différence dans un système éducatif. C'est pas forcément le nombre d'heures qu'on va faire, par exemple, qu'on va passer sur les mathématiques, mais c'est comment on va travailler avec les élèves sur les notions. Vous appelez également à s'assurer que les heures dédiées à aider les élèves à faire leur choix d'orientation, donc, soient des heures réelles dans tous les lycées de France. Là encore, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ah oui, c'est un des résultats les plus intéressants. On a vu on a regardé les taux d'admission dans l'enseignement supérieur. Donc nos élèves font leurs vœux à Parcoursup et il y a 95% des élèves qui ont postulé à Parcoursup qui ont au moins un vœu accepté. C'est la proportion la plus élevée de tous les pays de l'OCDE. Et à contrario, on a regardé les taux de réussite en licence et vous avez 34% des élèves français qui réussissent à avoir leur licence dans les temps impartis. C'est extrêmement peu. C'est une des proportions les plus basses. Et oui. Donc ça montre qu'il y a un vrai souci d'orientation. Et donc un souci avec Parcoursup, disons-le. Pas forcément avec Parcoursup, mais ça veut dire que les élèves ont fait des choix, ont eu des vœux qui ont été acceptés, mais finalement ils ont fait des choix sans savoir vraiment où ils voulaient aller. Parce que quand on regarde les taux d'échec à l'université, c'est pas forcément un échec scolaire, c'est aussi un échec de certains élèves qui ont choisi une filière et qui se rendent compte que ça leur plaît pas. Ouais. Et c'est là-dessus il y a des heures d'orientation qui sont obligatoires, il faut absolument les utiliser parce que c'est la clé et aider les jeunes à trouver leur voie vers l'enseignement supérieur. Pour conclure en quelques mots, qu'est-ce qu'on devrait retenir, j'ai envie de dire, de positif ? On a beaucoup parlé du négatif, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de positif de cette étude ? De l'ensemble des études, c'est qu'en France, on a une gratuité d'éducation, une scolarité obligatoire dès l'âge de 3 ans, une élévation du niveau de diplôme qui va dans une bonne direction. Et vous l'avez dit en début, les enseignants sont satisfaits de leur métier. 80% sont satisfaits de leur métier. 60% referaient le même choix si c'était à faire. Donc, il y a vraiment un amour du métier des enseignants. Tout n'est pas négatif, mais après, il y a des défis et il y a aussi le défi de la formation professionnelle. Il faut vraiment permettre aux enseignants de développer leurs compétences tout au long de leur carrière. Et ça, c'est ça aussi qui crée du découragement. C'est ce qui ressortait fortement dans cette étude.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Éric Charbonnier. Vous êtes analyste à la direction de l'éducation de l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique. Où est-ce qu'on peut retrouver cette étude si nos téléspectateurs veulent la lire ? Tout est sur notre site internet, l'OCDE, Thalys 2024, et tout est gratuit, téléchargeable, et il y a plus de 1000 tableaux, donc il y a de quoi s'amuser. Si on aime les chiffres, il y a de quoi s'amuser. C'est l'hiver bientôt, les amis, si vous ne savez pas quoi faire. En tout cas, merci beaucoup, Éric Charbonnier. On marque une courte pause, les amis, on revient tout de suite. De retour dans le grand JT de l'éducation pour parler des difficultés des entreprises pour recruter et fidéliser les jeunes. J'accueille Florence Di Nicola. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale adjointe de 2050 Now La Maison. En quelques mots, quel est votre cœur de métier ? Notre cœur de métier, en fait, déjà, on est une filiale du groupe Les Échos, Le Parisien. Et notre mission, c'est de rassembler, rapprocher le monde scientifique et le monde de l'entreprise pour essayer d'imaginer, en fait, ensemble, les nouveaux modèles de l'entreprise de demain. Et le 18 novembre dernier, vous avez organisé l'événement Next Gen, pendant lequel des jeunes de moins de 30 ans et des dirigeants ont justement imaginé les modèles des entreprises de demain. On était à l'horizon 2050, il me semble. C'était à l'Institut de France. Alors, c'est vrai que le grand thème de cet événement, c'était l'intergénérationnel. Et on sait combien c'est important dans une société où les jeunes sont en demande de changement et de dialogue. Vous observez que ce fossé intergénérationnel se creuse de plus en plus ? Je ne sais pas s'il se creuse de plus en plus. Par rapport à ce que nous avons vécu, par exemple. Je ne sais pas s'il se creuse de plus en plus. En revanche, il y a une volonté assez affirmée, à la fois des jeunes, on va dire, de vouloir essayer de s'exprimer, plus que s'exprimer, être considérés, pris en compte pour prendre les décisions dans l'entreprise, être assis à la table des décisions. Et ça, je pense que toutes les nouvelles générations ont essayé de le faire. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'en fait, c'est pas du tout en rupture. C'est pas du tout dans un mode de remplacement des anciennes générations, mais de se dire, mais et si on le faisait ensemble ? En fait, on est dans un contexte à la fois climatique, social, géopolitique, qui fait que de toute façon, il y a aussi urgence à inventer et à co-construire ensemble. Faire société, c'est pas qu'à l'extérieur de l'entreprise. Faire société, c'est aussi en entreprise. C'est même d'abord en entreprise, on passe 8 heures par jour avec ces gens, finalement. Donc il faut qu'on soit ensemble. Et donc nous, on a eu un peu cet appel des jeunes générations en nous disant, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour construire ensemble les transformations indispensables de l'entreprise ? Et c'est comme ça qu'on a imaginé NextGen. Alors, je vous dis ça parce que, évidemment, à toutes les époques, les personnes un peu plus seniors disent que les jeunes ne sont pas assez ceci ou pas assez cela, mais ils ne sont pas comme nous, ils ne nous ressemblent pas, etc. Mais finalement, chaque génération, on a l'impression de toujours entendre la même chose. Les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont de particulier selon vous ? En fait, je pense qu'ils ont conscience de vivre à un moment où si on n'agit pas tout de suite, je parlais de ces enjeux et notamment environnementaux, il sera trop tard. On est sur un point de bascule en réalité. Exactement, on est sur un point de bascule et ils se disent, ok, nous on a grandi là-dedans, là tous... Dans les COMEX des grandes entreprises, la moyenne d'âge, c'est 55 et plus. Laissez-nous, s'il vous plaît, prendre part à la discussion. Laissez-nous imaginer les innovations avec vous qui changeront en fait ces modèles de demain. Ouais. Et du coup, ces entreprises qui ont tant de mal à recruter, c'est simplement parce qu'elles ne sont pas adaptées à entendre, à écouter et à intégrer ces jeunes-là ? Non. Ça se joue ailleurs ? Ah oui, je pense que ça se joue sur plein de tableaux. Vraiment plein de tableaux. Et il se trouve que nous, on a imaginé NextGen pour rapprocher, rassembler, réconcilier, créer un espace de dialogue, mais aussi, on va dire, d'exploration de solutions. Nous, l'enjeu qu'on y a vu, c'est comment se projeter en 2050, puisque finalement, c'est demain. C'est demain. Ouais, très loin, mais c'est vraiment très, très proche. Et il y a des méthodes aujourd'hui de prospective qui permettent d'explorer et d'écrire des récits communs. Et aujourd'hui, ça, c'est peut-être un peu nouveau avec le vieillissement des populations. Dans l'entreprise, on va faire cohabiter 4 générations. Faire cohabiter 4 générations, comment, ensemble, on peut écrire un récit d'un futur souhaité et qui va permettre d'écrire une trajectoire à l'entreprise pour qu'elle puisse se transformer. Et on a vraiment mis au point une méthodologie de prospective exploratoire qui permet de faire ça en intergénérationnel. La différence aussi qu'on a fait entre le faire juste avec des gens de l'entreprise et des gens à l'extérieur de l'entreprise, notre enjeu, ça a été d'aller chercher des profils extrêmement différents et diversifiés parmi les différents étudiants qu'on a pu faire mettre à la table, en fait,
des dirigeants d'entreprise et des professionnels pour imaginer ces thématiques. Alors évidemment, on parle des entreprises qui ne sont peut-être pas encore assez accueillantes sur plein de points. Mais d'un autre côté, il y a aussi ces jeunes qui cherchent le mouton à 5 pattes, bien payé, avec du temps pour soi, avec des engagements environnementaux, sociétaux affirmés, avec des patrons qui sont sympas et qui les écoutent. Bon, nous, à notre époque, sans jouer les vieux schnocks, mais on disait, bon, bah, t'arrives et tu te fonds dans la culture de l'entreprise. Est-ce que les jeunes, finalement, ne sont peut-être pas un peu trop demandeurs, un peu trop exigeants ? Moi, je pense que c'est bien qu'ils le soient. Et très honnêtement, je fais partie de la génération où oui, j'ai peut-être pas beaucoup posé de questions. Et oui, je me suis mise dans le moule de l'entreprise et j'ai avancé. Néanmoins, je pense qu'ils ont aussi réalisé... Alors, le Covid est passé par là, il y a eu des nouvelles manières de travailler, on a parlé de télétravail. Mais enfin, aujourd'hui, ils font aussi partie des premiers à demander à revenir sur le lieu de l'entreprise pour pouvoir échanger, pour socialiser, pour pouvoir aussi apprendre des autres et des plus anciens. Et finalement... Je pense pas qu'ils soient beaucoup plus exigeants que ce qu'on l'est, mais ils sont, je trouve, beaucoup plus lucides que ce qu'on l'était peut-être il y a 20 ans. Et ils placent le travail à une autre dimension, en tout cas, dans la vie. Et ils aspirent à faire d'autres choses à côté. Ça, oui. Et en tout cas, ce sont des discours qu'on entend souvent. Néanmoins, ils ont envie de s'investir dans l'entreprise. Et aujourd'hui, les chiffres le montrent. Et même les derniers rapports de l'Institut Montaigne montrent que cette génération-là, peut-être qu'elle a des codes différents. Peut-être qu'elle communique différemment, elle a certains enjeux et certaines valeurs différentes, mais en revanche, elle est prête à collaborer avec les autres générations et elle veut rentrer dans l'entreprise. C'est pas la valeur travail qui est remise en cause, pas du tout. Un chiffre justement, puisque vous en citiez, selon une étude Opinionway que vous avez relayée d'ailleurs, 67% des jeunes peinent à trouver des entreprises dont l'engagement et les valeurs sont à leur hauteur. J'aime bien la formulation qui sont à leur hauteur. Alors ça va quand même devenir compliqué si maintenant il faut que les entreprises s'adaptent aux idéaux, à tous les idéaux de cette jeune génération, parce qu'on sait qu'une entreprise, ça met du temps à changer, à se transformer. Quelle est la solution réelle pour quand même attirer ces jeunes, même si on est encore en tant qu'entrepreneur et entreprise en chemin ? Je pense que quand les jeunes expriment « j'ai du mal à trouver une entreprise dont les engagements, les valeurs sont à la hauteur des miennes », alors c'est vrai que c'est une formulation large. Oui, c'est un peu pompeux, dirons-nous. Oui, exactement. Il y a aussi une difficulté de savoir, franchement, c'est quoi les valeurs des entreprises, quels sont les engagements des entreprises. Et finalement, il y a un besoin de transparence de la part des entreprises parce que certaines d'entre elles, et beaucoup d'entre elles, font déjà des choses, sauf que c'est peut-être pas ce qu'elles véhiculent. Dans cette même étude, si vous l'avez vu, il y a 83% d'entre eux, moi ce chiffre-là il m'a marqué, qui disent nous on voudrait de la transparence et on est capable de comprendre qu'il est difficile de se transformer et que la trajectoire elle peut être longue, qu'elle peut être semée d'embûches, on est capable de comprendre ça. Ne nous infantilisez pas. Et c'est presque celui-ci moi que j'ai envie de retenir. Et un autre d'ailleurs, 75% dans la même étude qui disait les entreprises, si elles veulent aussi nous recruter, si elles veulent devenir durables, et durable, c'est chargé en sens, c'est qui dure, peut-être qui est soutenable, qui est en lien avec nos limites planétaires qui sont finies, il va falloir qu'elles changent de modèle et de modèle économique. Et ça c'est un chiffre moi, qui m'a un peu marqué et sur lequel les jeunes de moins de 30 ans veulent essayer en fait, de contribuer pour changer ces modèles, imaginer des choses qui n'existent pas. Quelle est la place de l'école dans tout ça ? Est-ce qu'elle prépare assez et assez bien à cette vie professionnelle, à l'adaptation que doivent avoir ces jeunes pour les entreprises et inversement d'ailleurs ? Alors, je pense que oui, l'école, elle prépare dans une certaine mesure. Déjà, elle se tient au courant de ce qui se passe dans les entreprises, elle est en lien avec les entreprises, elle propose des stages, voire impose des stages par moment. Mais il y a aussi des initiatives comme on a fait là pour NextGen, où par exemple on était en partenariat avec 9 écoles et universités, à la fois des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, Sciences Po, mais également des écoles de design. Parce qu'en fait, le design, c'est pas fait que pour fabriquer ou imaginer des beaux objets. C'est aussi pour répondre à des enjeux et des besoins de l'entreprise et du monde. Et donc, ces écoles-là, ces 9 écoles-là, et il pourrait y en avoir plein d'autres dans le futur, elles ont décidé d'inscrire la journée NextGen dans leur parcours pédagogique. C'est-à-dire qu'elles ont dit, écoute, très bien, on trouve l'initiative extrêmement intéressante. Plaçons des étudiants qui n'ont rien à voir entre eux autour de la table, mettons-les à côté des professionnels et faisons-les travailler sur des thématiques. Faisons-leur prendre la parole et faisons-leur imaginer un futur souhaité. Et donc,
Dans ce cadre-là, c'est une initiative qui existe. Je sais qu'il en existe plein d'autres dans les écoles. Il y a néanmoins quelque chose auquel, on va dire, une méthode à laquelle on n'est pas toujours très bien préparé. Et je l'ai constaté ces derniers mois en travaillant sur l'initiative. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon professionnel, le networking. Alors, réseauter, échanger, partager, c'est pas un entretien d'embauche. On peut apprendre à l'école à mener un entretien d'embauche. Ça, c'est certain. En revanche, il y a une chose qu'on a du mal à apprendre, c'est comment on va interagir avec des professionnels quand on sait que sur 100 emplois pourvus en France, il y en a presque 80 pour lesquels il n'y a pas d'annonce. Donc comment on crée ces opportunités? Comment on va à la rencontre? Comment on questionne? Et notre propos, nous aussi à NextGen, c'est pouvoir mettre des gens ensemble qui ne se seraient pas rencontrés par ailleurs. Ils ne vont pas faire des job interviews, mais en revanche, dans la manière dont ils échangent, dont ils partagent, dont ils questionnent, de part et d'autre, sur un pied d'égalité, ils apprennent ces mécanismes en fait du réseautage, qu'on appelle nous du networking, mais qui créent les opportunités des emplois de demain. Oui. Finalement, elle va ressembler à quoi cette entreprise de demain selon vous? Qu'est-ce qui a émergé de cet événement qui pourrait nous donner de l'espoir ou en tout cas des pistes de compréhension? Je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise, en généralisant l'entreprise, on a l'impression que c'est quelque chose de monolithique. Oui, parce qu'il y a les grandes, les moyennes exactement. Et les petites. Et les enjeux sont différents selon chacun. Les enjeux peuvent être différents, mais là, dans la journée comme NextGen, ce qu'on peut observer, c'est qu'un certain nombre d'entre elles, déjà, alors qu'elles soient pionnières ou pas, je ne sais pas si le terme est approprié, elles mettent en place des initiatives pour donner la parole à ces jeunes-là. Par exemple, on a Veolia qui était là, qui a créé un conseil des générations futures. Conseil des générations futures, c'est quoi? C'est une trentaine de jeunes, 15 en interne, 15 en externe, sur lesquels, en fait, ils vont rassembler, donc déjà c'est international, et c'est pas qu'un prisme, qu'une vision française, pour essayer de réfléchir à des problématiques stratégiques réelles de l'entreprise et venir conseiller la direction générale du groupe. Ça, pour moi, c'est une vraie initiative. Une vraie initiative de transformation. Beaucoup commencent à mettre en place aussi ce qu'on appelle des mentoring inversé, ou en tout cas dans les deux sens, et pas juste, on va dire, de l'aîné vers le plus jeune. Et ces mentoring, qu'est-ce qu'ils permettent? Ils permettent en fait à la fois de créer du dialogue intergénérationnel dans l'entreprise, mais ils permettent aussi d'apprendre de part et d'autre. Si vous prenez un sujet comme l'IA aujourd'hui en entreprise, les transformations sont énormes. Chacun essaie de s'approprier des nouveaux cas d'usage, de comprendre les outils, de comprendre quelles seront les différences d'impact et même les manières de travailler dans l'entreprise. Aujourd'hui, créer des binômes sur l'adoption de cette nouvelle technologie, sur des nouveaux métiers, c'est des métiers qui existent mais qu'on doit transformer avec une nouvelle génération et plus ancienne génération, je pense que c'est une manière extrêmement efficace de s'approprier cet enjeu pour essayer de le rendre le plus accessible possible. Donc l'entreprise du dialogue, voilà déjà ce qu'on pourra avoir comme piste. Merci Florence Di Nicola d'avoir été avec nous ce soir, directrice générale adjointe de 2050 Now La Maison. Merci encore. Merci. Tout de suite, c'est Guillaume Buan qui va nous parler de la labellisation des médias. Guillaume, au programme ce lundi, 4 mots qui ont fait beaucoup réagir les partis situés à droite de l'échiquier politique, mais pas que, les mots, les voici, un label pour les médias. Et peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire ou pas, dans ce monde qui va vite, avec une actualité qui va vite. Alors on va prendre le temps, justement, de revenir un peu en arrière. Emmanuel Macron s'est lancé en novembre dernier dans une tournée des presses régionales quotidiennes sur le thème suivant, la lutte contre la désinformation à l'heure des réseaux sociaux. Le président qui était donc à Arras le 19 novembre dernier, il était face aux lecteurs de La Voix du Nord. Il a été interrogé par un professeur sur ce qu'il disait, la possible instauration d'un label. On va écouter l'intervention du président en entier. On va tout faire pour que soit mis en place un label. C'est pas à l'État de dire, parce qu'il faut faire attention. C'est pas le gouvernement ou l'État qui peut dire ceci est une information, ceci n'en est pas. On n'a pas non plus envie de tomber là-dedans. Parce que c'est pas ça une démocratie. Ça devient assez rapidement, sinon, une autocratie. C'est pas moi qui dis tous les matins l'information de La Voix du Nord est bonne ou pas bonne. On reviendrait en arrière de 10 cases. Par contre, je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ceci correspond à la déontologie de gens qui manipulent de l'information. Et donc il y a des règles déontologiques. On doit avoir un processus de labellisation fait par les professionnels en disant ça c'est des gens qui sont sérieux, ça c'est pas des gens qui informent. Et ça je pense que c'est aussi très utile.
Bon, une déclaration face au lecteur qui n'a pas fait de bruit. Et 9 jours plus tard, Emmanuel Macron est cette fois-ci dans les Vosges face au lecteur du groupe EBRA. Il est une nouvelle fois interrogé par la rédactrice en chef d'un des journaux locaux sur cette même question, donc la désinformation, mais aussi la possibilité d'un label. Écoutez sa réponse en entier. Quand on a un journal avec une rédaction, il y a depuis nos lois du 19e siècle sur la presse une responsabilité de cette rédaction. C'est-à-dire que les informations qu'on vous donne à lire, ce que vous avez à connaître par les journaux, il y a quelqu'un qui est responsable. Et donc si c'est faux, si ça met en cause votre dignité, on peut demander à ce que ce soit rectifié, on a un droit de réponse, et on peut même aller pénaliser, punir la rédaction. Un réseau social, ce n'est pas du tout le cas, et un faux site d'information, ce n'est pas le cas. Ce fondement, il faut le comprendre parce que c'est un garant en soi du fait que les gens qui travaillent dans un titre de presse, ils ont une déontologie et ils doivent vérifier cette information. C'est ce qui fait que cette information, elle sera fiable. Mais c'est aussi pour ça que je crois que ça a beaucoup de valeur que les rédactions elles-mêmes, en quelque sorte, renforcent ce muscle. Ce n'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, c'est pas mieux que le système où on vit aujourd'hui. Parce que là, ça devient une dictature. Les journalistes garantissent à leurs lecteurs qu'eux ont vérifié avec une déontologie dont ils sont les garants entre eux. Et là, on est donc le 28 novembre et c'est à ce moment-là que part cette polémique. En fait, la mèche est allumée par le journal du dimanche qui en fait même sa une. On rappelle que JDD est la propriété du groupe Bolloré qui dénonce un projet de contrôle de l'information. CNews et Europe 1 accusent le président de vouloir mettre en place un ministère de la vérité et dénoncer une dérive totalitaire. Pascal Praud, dans son émission, a même utilisé le mot suivant, Pravda, qui signifie vérité en russe. C'était d'ailleurs le nom du journal officiel du Parti communiste de l'Union soviétique et qui a joué un rôle majeur pendant l'URSS comme organe de propagande. C'est un petit peu ce raccourci qui est fait par Pascal Praud. Et je suppose que l'Élysée a réagi. C'était le 1er décembre dernier sur ses réseaux sociaux, sur X. Emmanuel Macron envisage un label pour les médias. Il y aurait les bons médias et les moins bons. Comment ne pas voir dans cette initiative une tentation autoritaire d'un président mécontent du traitement médiatique et qui souhaite imposer un récit unique? Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, la Pravda. Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente, aussi probable depuis la peste brune et la peste rouge. Une fake news dénoncée sur X par l'Élysée qui envoie par la suite, 2 jours plus tard, sur le plateau d'RMC face à Apolline de Malherbe, Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui se défend. Ça me fait rire parce que vous reprenez là encore une fois pardonnez-moi, une énorme fake news. Apolline de Malherbe, vous savez bien que l'État ne va pas donner de label, il n'y a pas de label d'État et je ne suis pas ministre de la vérité. C'est précisément pas à nous de le dire, nous n'avons pas à mettre nos mains là-dedans et faire dire au président de la République l'inverse de ce qu'il a précisément dit, laisser entendre et véhiculer l'idée qu'il y aurait un label d'État et qu'il y aurait un ministère de la vérité en création, pardon, mais c'est extrêmement grave. Donc la mise au point est assez claire. Néanmoins, les femmes et hommes politiques de droite et d'extrême droite se sont emparés du sujet. Et on va commencer par Marine Le Pen, qui était une nouvelle fois sur le plateau d'RMC. Une journée avant Maud Bréjon, je propose de l'écouter. Là aussi, elle s'attaque justement à ces propos d'Emmanuel Macron. Bon, d'abord, je trouve cette vidéo indigne, parce que ce n'est pas le rôle de la présidence de la République, qui précisément doit être au-dessus des partis et ne doit pas descendre dans l'arène, surtout en s'attaquant directement à plusieurs médias. Ça, c'est déjà la première des choses. Deuxièmement, cette idée de labellisation est évidemment extrêmement dangereuse. Et l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de maîtriser l'information. Alors, il dit que ce seraient les journalistes eux-mêmes les journalistes choisis par qui par Emmanuel Macron. Donc ça revient au même. Il faut arrêter de penser que le fait d'être journaliste vous rend intrinsèquement neutre et bienveillant. Et l'ex-candidate à la présidentielle, en contrepartie, pointe du doigt le manque de neutralité de la part du service public, qui estime que l'Arcom devrait se pencher sur les télévisions privées. L'Arcom, on rappelle que c'est le gendarme de l'audiovisuel. Pour elle, une télévision privée a le droit de ne pas être neutre, tandis que le service public, qui est payé par le contribuable, devrait l'être. Ça, c'est donc l'argument qui est posé sur la table par l'extrême droite et Marine Le Pen. C'est le même son de cloche du côté de Jordan Bardella, qui a réagi là aussi sur les réseaux sociaux et sur X. Vous allez voir sa déclaration. Et si on revient un peu plus à droite, si je puis dire, Bruno Retailleau, ex-ministre de l'Intérieur, on le rappelle toutefois, s'attaque là aussi au président, lui qui est actuellement le président des Républicains.
En réalité, cette tentative de labellisation, c'est une tentative d'imposer une sorte de vérité officielle. Ça ne peut pas marcher. La liberté d'expression, c'est la liberté d'information. Et le meilleur garant, ça n'est pas je ne sais quelle labellisation par je ne sais quel machin qui serait inventé avec des journalistes qui, évidemment, auraient ce monopole d'une vérité officielle. On les désignerait comme indépendants. Ils seraient d'abord de gauche, comme d'habitude. Je pense que, franchement, c'est une très mauvaise idée. Et cette idée... Et pour aller encore plus loin, Bruno Retailleau a lancé une pétition intitulée « Médias, oui à la liberté, non à la labellisation » qui dépasse les 40 000 signatures. Éric Ciotti, qui là aussi est allié du Rassemblement national, a publié lui aussi bien une pétition sur Internet. Bon, voilà pour la polémique, les petites joutes politiciennes, mais il y a un vrai sujet de fond en fait dans cette affaire. Effectivement, en fait, Emmanuel Macron suit de très près une initiative, celle lancée par Reporters sans frontières, dans ses vœux à la presse, déjà en 2018, c'est pas tout jeune. Il jugeait intéressante et souhaitable cette démarche d'inventer une forme de certification des organes de presse respectant la déontologie du métier. Personne n'en avait parlé à l'époque de cette déclaration. En fait, RSF, pour tout vous dire, a lancé la Journalism Trust Initiative, la JTI. C'est une certification qui est reconnue en France et en Europe, qui est valable pendant 2 ans et qui ne contrôle pas en fait les contenus, mais qui valorise les entités qui respectent en fait les standards du journalisme, c'est-à-dire d'identifier les médias qui sont fiables, d'aider les plateformes comme les réseaux sociaux et Google à mettre en avant là aussi des sources fiables et puis donner au public une sorte de repère de confiance. Il faut savoir qu'à ce jour, on a 2400 médias dans le monde qui ont candidaté à ce label et en France l'ont déjà obtenu en 2023, TF1, France Télévisions et plusieurs journaux de presse régionale, c'était le cas notamment d'Ebra. Et puis pour aller encore plus loin, en 2023, il y a eu les États généraux de l'information et dans le rapport qui avait été communiqué, il y était dit qu'il fallait une mise en œuvre d'un dispositif de certification, de labellisation des médias français pour distinguer le journalisme de qualité et faire face aux fake news qu'on peut voir notamment sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de vocation à juger le contenu, mais plutôt à voir et à mettre en avant la qualité de la fabrication de l'information. Le groupe de travail de l'époque avait aussi imaginé une sorte de label national, élargi, consolidé, dans une démarche volontaire, notamment sans vraiment l'imposer, mais juste pour faire en sorte de remarquer les bons et les mauvais médias. À noter que ces états généraux de l'information suggéraient aussi des labels pour les influenceurs de l'information et qui devaient notamment respecter l'exigence de l'info. Voilà pour cette, cette polémique qui a pris et on va affaire à suivre si ce label va venir. En tout cas, ici, chez School, une chose est sûre, c'est qu'on vous donne toujours la bonne info. Exactement. Vous me l'enlevez de la bouche ici. Si label il y a, nous le saurons. C'est tamponné. Nous avons des gens extraordinaires, des producteurs, des rédacteurs, justement la rédaction de School. Et nous, on est là pour vous. Nous n'avons pas d'idéologie à part défendre l'école, l'éducation et la bonne humeur. Ça, c'est très important. D'ailleurs, on va la retrouver, cette bonne humeur et cette information, dans le Zap de School TV. Vous en avez l'habitude, c'est le meilleur de la chaîne, compilé rien que pour vous. Vous êtes donc responsable du développement commercial chez Scanning Pens. Alors on va peut-être commencer par ce qu'il y a de plus simple. Vous êtes venu aujourd'hui avec un Scanning Pens. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, alors c'est très simple. Les Scanning Pens en fait sont des stylos d'aide à la lecture. Donc pour les enfants, étudiants, adultes, personnes qui ont des besoins spécifiques qui affectent leur accès au texte, à la compréhension, la lecture. Donc le but c'est de pouvoir les autonomiser et leur permettre d'avoir un outil qui permet vraiment de pouvoir lire seul sans devoir appeler un enseignant, un adulte ou une autre personne. Donc, pouvoir leur donner un petit peu plus l'amour de la lecture autonome. À qui vous vous adressez en priorité? Donc, évidemment, les personnes atteintes de dyslexie, mais j'imagine qu'il y a d'autres troubles liés à la lecture. Et aussi en termes d'âge, à partir de quel âge on peut utiliser un Scanning Pens? Alors, c'est un produit pour lequel la cible est très, très, très vaste. On a bien sûr les enfants et adultes dyslexiques, les étudiants. On a aussi d'autres personnes qui ont des besoins spécifiques qui affectent la lecture. Ça peut être un spectre autiste, de la trisomie, ça peut être aussi une vision assez basse où l'enfant a du mal un peu à déchiffrer le texte, surtout dans les manuels où ça peut être un petit peu petit. Donc, à partir du moment où il y a un problème au niveau de la lecture, le stylo peut y répondre. Et en termes d'âge, l'utilisation va être différente. Donc si c'est un enfant, ce sera surtout pour la salle de classe, parce qu'on n'a pas le droit au smartphone, on n'a pas le droit forcément à utiliser un écran. Pour un adulte, ce sera plutôt dans un cadre d'examen, donc pour un concours ou quelque chose où on a besoin parfois d'une aide humaine. Le but, c'est de pouvoir la remplacer pour avoir quelque chose, encore une fois, d'assez autonome. Et pour un étudiant également, ça peut être aussi dans le cadre d'un examen, dans le cadre d'un travail où il y a des données assez fragiles, assez
assez sensible qu'il ne faut pas laisser fuiter. Donc le but, c'est de pouvoir avoir aussi cette sécurité. Donc ça peut s'utiliser dans plein de cadres différents en fonction de l'âge. Quel dispositif et sur quel programme vous vous appuyez et comment vous entretenez la relation justement avec les différents parents pour que leurs enfants puissent grandir sereinement à Clichy-sous-Bois? Alors on met en place par exemple des ateliers du soir pour les maternelles et pour les élémentaires, à savoir aussi, il faut que ces ateliers soient aussi accessibles aux parents. Donc les tarifs sont aussi très bas. Ceux pour les maternelles, se situent entre 25 centimes et 1 euro par jour. Et pour l'élémentaire, c'est un forfait mensuel qui varie entre 6,50 € et 10 €. D'accord. Voilà, donc c'est des dispositifs comme ça accessibles aux parents pour qu'ils puissent inscrire leurs enfants dans des dispositifs comme les ateliers du soir, comme d'autres dispositifs. Des ateliers de soutien scolaire ? Alors, on a ce qu'on appelle pause cartable. C'est un temps en fait où les élèves prennent leur goûter. Il y a un temps de goûter, un temps de révision de leçons et un temps d'atelier ludique. On prend les enfants à 6 ans. Voilà. À 6 ans et vous allez les garder longue durée, 10 ans. Voilà. C'est-à-dire jusqu'après le brevet. Et on va d'ailleurs maintenant, on est en train de mettre en place un autre accompagnement beaucoup plus loin pour aller d'ailleurs un jour vers une alumni. Et que ces anciens rendent aux plus jeunes qu'on aura. Je ne serai plus là, mais ça sera comme ça. Ou peut-être encore là. Deuxième principe, le global. Une intervention qui va bien au-delà de l'aide aux devoirs. Donc que font les professionnels, parce que ce sont uniquement des professionnels payés, c'est pas du bénévolat, qui vont dans les familles. Oui, mon modèle, c'est bien sûr un modèle entrepreneurial, car j'aime bien l'efficience. Que des professionnels qui vont accompagner ces enfants dans la globalité de l'éducation. C'est bien sûr, on parle de l'école, c'est acquérir le métier d'élève, c'est l'éducation, c'est l'ouverture, ces populations sont pour beaucoup immigrées, c'est l'ouverture vers nos valeurs, vers notre culture, la compréhension de tout ça. Et vous les prenez la moitié des vacances? Alors on les a tous les soirs après l'école, on va les chercher. Le mercredi, on les met au sport, si possible, dans les clubs du centre-ville pour qu'ils aient leur premier pas de mixité sociale avec les enfants. Sinon, ils ne se rencontreront jamais. Et puis 50% des vacances pour qu'ils découvrent aussi le territoire. Car ces populations, bien souvent, elles sont enfermées. Alors concrètement, comment est-ce que ça fonctionne, ce stylo scanner? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on l'a? Donc c'est un peu comme un stabilo en fait. On l'utilise, on va surligner le texte, la phrase, la consigne, et ça va tout de suite relire à haute voix. Donc il y a une prise jack, on peut mettre ses écouteurs, on peut mettre son casque. Le but c'est que ce soit très discret en classe, que ça fasse pas de bruit. Et en fait, je vais scanner, écouter. Si j'ai envie de réécouter plus tard sans devoir scanner à nouveau, j'enregistre mon texte et je peux y aller autant de fois que je veux. Pas de Bluetooth pour les écouteurs encore? Le dernier modèle, oui. Les anciens, non. Surtout par rapport aux écoles qui préfèrent justement qu'il n'y ait pas de Bluetooth au niveau du stylo. Bon. Alors qu'est-ce qu'il va lire comme type de texte? Est-ce que ça prend tout en charge? Je pense par exemple, donc effectivement on parlait des livres, mais est-ce qu'il y a l'écriture peut-être manuscrite aussi? Est-ce qu'on va avoir les supports électroniques? On lit parfois sur tablette. Est-ce que ça c'est pris en charge aussi? Alors pas encore. Pour l'écriture manuscrite, malheureusement, la marge d'erreur est encore trop importante. Donc pour l'instant, c'est surtout du papier, de l'imprimé. Ça peut être un manuel, un livre, un dictionnaire, ça peut prendre d'une police assez petite. Tout ce qui est imprimé, ça va le prendre. Le manuscrit, pas encore, malheureusement. Vous avez un dispositif à l'échelle de la ville pour lutter contre le décrochage scolaire, bien que ça revienne principalement à l'éducation nationale, mais est-ce que vous menez des actions? Bien sûr. Alors, on a un dispositif qui s'appelle le programme de réussite éducative. Qui est né de la loi Borloo de 2005, qui vise justement à accompagner les enfants présentant des signes de fragilité en tenant compte de leur environnement social, économique et familial. Et dans ce dispositif, qui est donc piloté par une équipe psycho-socio-éducative, permet d'accompagner justement les enfants et les parents dans la scolarité des enfants afin qu'ils puissent déjà s'épanouir pour être plus disponibles aux apprentissages et donc lutter contre le décrochage scolaire.
Avec l'idée de leur faire reprendre un parcours traditionnel, entre guillemets. Traditionnel. Non, mais dans le sens revenir sur les bancs de l'école, quoi. Tout à fait. Pour lever tous les freins, en tout cas, qui fait qu'à un moment donné, l'enfant n'est pas disponible pour X raisons, des événements familiaux. Et vous en mesurez l'impact de ce dispositif, Ah oui. Ça fonctionne? Ah oui, très bien. C'est l'importance de la coéducation, c'est la place des familles. Voilà. Ces familles qui ont leurs problèmes, mais ces familles aiment leurs enfants, veulent leur réussite. D'ailleurs, si elles viennent nous voir, c'est parce qu'elles se disent que c'est peut-être bien. Et il est indispensable qu'on soit dans la coéducation, que ces familles, à travers le lien qu'on tisse avec eux, comprennent aussi ce qu'on apprend à leurs enfants. Car ce qu'on apprend à leurs enfants, c'est dans notre culture. Eux qui viennent du Sri Lanka ou d'Algérie ou d'Afrique subsaharienne, et on n'a pas les mêmes cultures. Et au fond, il faut bien se faire comprendre. Et ça pose aucun problème quand on le fait avec respect et affection. Et voilà pour le ZAP, un grand merci d'avoir passé cette belle soirée avec nous. L'équipe qui vous a accueilli aujourd'hui, à la réalisation, Magdi Amitouche, au son, Héloïse Merlin, au maquillage, Emma Razafindra-Lambeau et Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très très belle soirée. Demain, vous retrouvez évidemment Virginie Guillaume. Bonsoir.